à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir même ensemble un ouvrage intitulé « Comment traiter les soldats d'Hitler » de l'auteur Jean-Michel Turcotte, paru aux presses de l'Université d'Ottawa. On va en apprendre aussi durant l'émission davantage sur l'organisme Max Ottawa. Et tout de suite pour commencer, on parle de l'organisme du Centre Moi J'apprends avec sa directrice générale, Sylvie Leclerc, qui a accepté de parler avec nous. Et tout de suite, là, Sylvie, en allant, j'aimerais ça qu'on dise aux gens pourquoi vous avez eu l'idée de créer ce centre-là il y a bien des années en arrière, pardon. Oui, effectivement, le Centre Moi J'apprends a débuté par une étude de besoin qui était en janvier 1988. C'était pas moi qui était impliquée à ce moment-là. Faut dire, je suis tout récemment la nouvelle directrice générale, mais c'était Madame Louise Lalonde qui était impliquée dans le dossier. Fait que suite à cette étude de besoin-là, ils ont remarqué qu'il y avait dans la région de Rockland où ce que les gens avaient besoin de formation pour adultes, puis on appelait ça à ce moment-là de l'alphabétisation et développement des compétences. Donc, c'est en septembre 88 que là, ils ont mis en place le Centre Moi J'apprends. Et avec les années, ça a commencé vraiment à petite échelle. Et avec le temps, les besoins se sont fait sentir. Le centre s'est fait connaître aussi. Et c'est de là qu'avec les années, la région d'Ottawa s'est inclus au niveau du mandat du Centre Moi J'apprends. Ensuite, il y a eu le site de Cornwall. Et pour terminer, c'était le site de Hawkesbury. Donc, ce qui conclut, c'est qu'on couvre vraiment le territoire de la région de Prescott-Russell, de Ottawa et aussi de Cornwall. Ça fait je vais dire, beaucoup de terrain à gérer en même temps. Et quand on parle d'alphabétisation, là, à quoi on fait allusion concrètement, surtout pour les personnes aînées? Oui, c'est ça. Ben maintenant, on parle de moins de l'alphabétisation, on parle plutôt de formation aux adultes, qui à ce niveau-là, qui au niveau, on parle vraiment de la numératie en français, de la littératie aussi. Toutes nos formations sont offertes en français et aussi l'informatique. Puis quand on parle de littératie, c'est la lecture, mais aussi la compréhension. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de lire, il n'y a aucun problème, mais c'est de comprendre le message qui vont lire, que ce soit dans les journaux, que ce soit au travail ou quoi que ce soit, avoir vraiment les habiletés d'analyser et de comprendre les textes qui sont présentés. Quand on parle aussi de la numératie, c'est au niveau des nombres, l'analyse des chiffres et tout ça. Et au niveau de l'informatique, mais c'est tout le monde de l'informatique. Puis je vais vous dire, avec la venue de la COVID-19, le Centre Moi J'apprends a été très, très populaire auprès de la population adulte, parce que là, on parle de Zoom, on parle de distance, on parle de commander les choses en ligne, fait qu'on a fait beaucoup appel à nous pour développer ces compétences-là au niveau de l'informatique. Alors, pour quelqu'un qui est une personne aînée qui vient rejoindre le Centre Moi J'apprends, est-ce qu'il est dans une cohorte ou bien c'est comme on a un à un avec chacune des personnes qui se présentent dans votre centre? Tu vois, on a quand même les deux formules. On a la formule de 1 à 1. Si la personne, on voit qu'elle a besoin d'une approche de 1 à 1, ça va être offert. Et on s'adapte selon l'horaire de l'individu. Si par contre, nous avons une cohorte et que la personne va bien s'intégrer au groupe, et la personne mentionne aussi qu'elle aimerait apprendre en groupe, fait qu'on s'adapte vraiment aux besoins de l'individu, à son horaire. La personne peut venir une fois, 2 fois par semaine, mais on s'adapte. C'est vraiment au niveau de notre centre, le Centre Moi J'apprends va vraiment faire une évaluation au début des compétences de l'individu et voir c'est quoi ses objectifs d'apprentissage et
par la suite, on s'adapte pour bien vraiment s'adapter et offrir une formation pour que la personne soit en ressorte une réussite là, avec tout ça. Là. Il nous reste juste 45 secondes. Comment vous évaluez les compétences de ces personnes aînées qui vous approchent? Est-ce que c'est par un test? Oui, c'est ça. On a une évaluation qui est vraiment avec sous le format de le CLAO, qui est vraiment au niveau du ministère reconnu pour faire une évaluation des compétences, le style d'apprentissage aussi, la façon que la personne, c'est mieux pour elle pour comprendre et apprendre son apprentissage. C'est vraiment comme basé et structuré pour faire des évaluations. Vous faites un excellent travail. J'ai vu les services, j'ai vu vos objectifs aussi. On va en reparler après la pause. Je vais vous garder avec moi. Mais entre-temps, pour les gens qui nous regardent en ce moment, j'aimerais ça vous inviter à visiter le site web du Centre Moi J'apprends au www.centremoijapprends.ca pour avoir accès à tous les services qu'il offre en ce moment. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à rester avec moi. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la mission de l'organisme ou du centre, je devrais dire, le Centre Moi J'apprends. Et tout à l'heure, avec la directrice générale Sylvie Leclerc, on parlait du fait que vous apportez un support en littératie, numératie et informatique aux personnes aînées. Puis là, dans les objectifs du centre, je vois que c'est écrit, vous offrez des ateliers en français à partir des besoins exprimés. Donc, quand on regarde un peu les 2 dernières années, là, j'aimerais bien savoir là, à quel niveau est rendu le besoin des gens de la communauté? Mais c'est ça, quand on parle de besoins de la communauté, c'est au niveau de tous les gens âgés de 19 ans et plus. Fait que c'est pas juste les personnes aînées, c'est certains qui sont inclus aussi, mais vraiment, ça peut être une personne qui est à l'emploi, qui veut avoir une promotion. La personne doit développer des compétences, que ce soit au niveau informatique. Fait que la personne va s'adresser à nous pour qu'on puisse offrir une formation à ce niveau-là. Ça peut être aussi une personne qui est aux études puis qui a besoin de l'appui, que ce soit au niveau de rédaction de texte, que ce soit au niveau aussi de l'informatique, des tableaux Excel. Fait que la personne va s'adresser à nous, au Centre Moi J'apprends, pour qu'on puisse offrir le soutien que la personne a besoin. Fait que c'est vraiment à tous les niveaux, que ce soit la personne qui est à l'emploi, que ce soit l'étudiant qui est aux études ou que ce soit la personne adulte pour ses fonctions à tous les jours, que la personne puisse être le plus autonome possible
possible, puis avoir une meilleure qualité de vie. C'est de permettre à ces gens-là d'obtenir toutes ces compétences-là pour excéder dans peu importe leurs objectifs. J'aime beaucoup le fait que vous parliez en profondeur de cette mission et que ça touche un peu tout le monde. On va parler des jeunes de 19 ans et plus. Mais si on se focalise sur les personnes aînées, je trouve que c'est assez intéressant pour eux. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'ils ne veulent jamais aller à la retraite. Il y en a qui vont à la retraite, mais qui restent tout le temps en activité, peut-être de manière bénévole, mais ils ont besoin d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir servir les personnes avec lesquelles ils travaillent en ce moment. Oui, c'est ça. Définitivement, au niveau des personnes aînées, on offre le soutien qui s'impose. Comme vous dites, on a des gens qui sont très actifs. On a des gens, là, comme il n'y a pas d'âge, mais on a des gens de 80 ans qui se sont achetés une tablette et qui veulent apprendre comment utiliser la tablette pour communiquer avec les enfants, communiquer. Ils font partie d'un conseil d'administration et là, les rencontres étaient en Zoom, fait qu'ils voulaient connaître comment procéder à ce niveau-là. Fait que je vais vous dire, il n'y a pas d'âge pour l'apprentissage, il n'y a pas d'âge pour apprendre dans la vie et on a la preuve chez nous où ce qu'on a des gens de 19 à 90 ans qui viennent suivre de la formation au Centre Moi J'apprends. Et je me rappelle que j'ai parlé avec, je pense, la rédactrice en chef du magazine de la FARFO, la Fédération des aînés, et puis elle mentionnait le fait qu'il y a eu un volet, je ne sais plus le mois passé ou il y a 2 mois en arrière, où ils essayaient de pousser les personnes aînées à toujours avoir de nouvelles idées, à toujours à faire travailler en fait le cerveau parce que selon elle, ça permettait de rester jeune. Et puis c'est vrai. Oui, définitivement, définitivement. Et je veux dire, les personnes âgées ont un rôle social qui est très, très important. Puis on sait que la société, on évolue rapidement, mais il faut donner les outils à ces personnes âgées-là pour suivre leur rythme. Puis ils ont toutes les capacités à suivre leur rythme et à être très actifs dans la communauté. Définitivement. On va s'intéresser maintenant au service parce que je suis sûre que les gens se demandent, OK, on a compris, mais c'est quoi qu'on offre au Centre Moi J'apprends comme service? Et le premier service, c'est le service de développement de compétences. Qu'est-ce qui se passe dans ce volet-là? Mais quand on parle de développement des compétences, comme je disais, on va faire l'évaluation dès le début et par la suite, on va identifier les compétences que la personne a à développer, que ce soit au niveau des compétences, au niveau de la lecture, de l'écriture, au niveau des nombres ou au niveau de l'informatique. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Quand on parle aussi de compétences, on parle de compétences essentielles, qui est apprendre à travailler en équipe, qui est apprendre aussi à verbaliser les besoins. La gestion de conflits. Fait qu'on offre plusieurs ateliers et de formation à ce niveau-là pour que la personne puisse avoir des compétences essentielles pour bien fonctionner dans la communauté, que ce soit au travail ou autre. Voici un deuxième service que j'aime beaucoup parce que je sais que ça va concerner, ça va intéresser les personnes immigrantes, les nouveaux arrivants et arrivantes. C'est le service de préparation à l'employabilité. Oui, bien c'est ça. Au niveau de l'employabilité, c'est vraiment conjoint aussi au niveau des développements des compétences essentielles. Parce que quand on parle d'emploi, c'est d'arriver à l'heure, d'être responsable, de prendre les bonnes décisions, avoir une maturité professionnelle. Fait que c'est toutes des choses qu'on va aussi regarder et qu'on va préparer la personne au niveau de la recherche d'emploi. Et c'est un excellent point que vous apportez au niveau des nouveaux arrivants. On a aussi, c'est une clientèle que nous avons beaucoup chez nous, au niveau des nouveaux arrivants qui arrivent dans la région, au niveau du français qui ont besoin de l'améliorer, ou aussi au niveau de l'informatique qui ont besoin de services d'appui à ce niveau-là. Fait qu'on est très, très, très présent au niveau de les gens qui viennent d'arriver au Canada. Et puis, ce dernier service, je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt dans notre entrevue, c'est le service de développement langagier, vous venez même d'en parler, et informatique. On a dit qu'il y a beaucoup de formations pour accompagner, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Zoom, c'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne. Il y a tellement eu d'applications ces 2 dernières années-là que moi-même, je suis perdue. Fait que je devrais venir cogner à votre porte là un de ces jours. Alors, on pourrait parler maintenant du service d'aiguillage vers d'autres organismes, parce que ce que j'aime avec vous autres, c'est que vous travaillez pas seuls. Vous n'êtes pas seul à tout faire.
Non, et effectivement, nous, notre centre de formation pour adultes, on a aussi un volet communautaire, qui veut dire que si la personne vient chez nous puis on ne peut pas répondre à ses besoins, on va référer. Puis on a des gens qui viennent chez nous qui vont nous dire, ah ben là, moi j'ai de la difficulté financièrement. C'est pas juste au niveau de la formation, mais à d'autres niveaux. Ils cherchent un logement, des choses comme ça. Fait que nous, on va les référer à d'autres services qui existent dans la communauté. Fait que c'est un rôle que le ministère qui nous a donné au niveau de l'info-aiguillage pour que les gens qui viennent chez nous, mais qu'on comble au complet leurs besoins en les référant avec d'autres partenaires. Et ça prend aussi des critères d'admissibilité. Il faut qu'on en parle. Il faut respecter certains critères. Oui, définitivement. Pour avoir accès à nos services, les gens doivent être âgés de 19 ans et plus, à pouvoir comprendre le français et aussi demeurer en Ontario parce qu'on est financé par Emploi Ontario. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Avec le retour à la normale, on se dit que les cours vont reprendre en hybride. Oui, ben effectivement, présentement, c'est ça qu'on fait. On le fait de façon hybride, à distance et en présentiel. On a été proactifs à ce niveau-là. Quand la COVID elle a commencé, ben là, parce que c'est en présentiel, là, on a fait juste à distance, mais là, on fait vraiment hybride aux deux niveaux, là, que ce soit à distance ou en présentiel. La flexibilité. Mais on est bien, bien content de voir nos gens. La flexibilité est de mise. Merci beaucoup, Madame Leclerc, et au plaisir de vous reparler une prochaine fois, pourquoi pas. Parfait, merci. Bonne fin de journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous les services du Centre Moi J'apprends, je vous inviterai à visiter leur site web au www.moijapprends.ca. On va prendre une pause et on va ensemble découvrir un autre organisme de la région, l'organisme MAX. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Déplacés, réfugiés, elle peine à continuer, délaissés, oubliés par le monde entier. Toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister. Atterré, abaissé par un sort méconnaissable, égaré, effacé par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle, ou je devrais dire, on découvre encore une fois ensemble un bel organisme de la région qui a pour public cible aussi les personnes aînées qui sont issues de la communauté LGBTQ. Et avec moi, Khaled Chouk de l'organisme MAX. Et là, on aimerait savoir, c'est quoi l'origine de MAX, c'est quoi sa mission? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, notre organisme MAX Ottawa est un organisme communautaire de santé et de première ligne dont la mission est l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes LGBTQ6 et trans dans la région de la capitale nationale. Donc, nous existons en tant que petit regroupement depuis les années 2000 et puis nous avons pu nous développer notamment à partir de 2017 pour devenir un organisme de santé.
On va dire que ça a une grosse importance pour cette communauté que vous êtes. Absolument. D'abord, il faut rappeler que nous sommes le seul organisme de la sorte dans la province et nous offrons justement des services et des programmes. Également des événements en lien avec la santé et le bien-être. Donc, nous essayons vraiment de compenser un peu peut-être les manquements qui peuvent exister dans le système de santé en nous assurant de couvrir tous les besoins de notre communauté et de toute personne qui s'identifie à notre travail. Alors, quand vous avez parlé, M. Chouk, tantôt des manquements qui peuvent exister dans le système de pensée, c'est quoi concrètement? Oui, alors, donc il existe différents manquements et peut-être même parfois des difficultés d'accès. Donc, nous venons faciliter ces difficultés d'accès-là en intervenant sur plusieurs axes. Donc, on intervient en santé mentale, en santé physique et sexuelle, en santé sociale et en réduction des méfaits. Par exemple, une des difficultés d'accès qui existent dans notre système de santé et qui concerne notre population, c'est de trouver, par exemple, un professionnel en santé mentale, un ou une professionnelle en santé mentale qui travaille avec nos communautés, qui est donc compétente et qui puisse aider les personnes qui font partie de notre communauté. Donc, on essaye de justement les connecter avec ces professionnels-là. Et puis, nous avons toute une base de données et des partenariats. Ou encore, par exemple, pour la population trans, par exemple, qui a encore plus de difficultés d'accès à des services de santé sexuelle ou physique. Donc, nous essayons vraiment de compenser tout cela. Alors, puisque vous êtes, on l'a dit tantôt, le seul organisme, je vais dire, dans la région ici à desservir cette population-là et puis vraiment à les appuyer, je me demande comment vous faites pour vous faire connaître? Donc, nous sommes pas mal connus, j'ai envie de dire, parce que je pense que justement, nous avons construit cette réputation toutes ces dernières années, j'ai envie de dire, et nous sommes vraiment présents partout. Non seulement nous sommes présents, donc nous offrons des services. Absolument, oui. Nous sommes présents donc en ligne sur les médias sociaux et nous offrons également des services et des programmes en ligne pour faciliter l'accès, mais aussi en personne. Nous allons également là où se trouvent les membres de notre communauté pour faire de la prévention, pour faire de l'éducation, pour offrir parfois des services. Donc, nous déplaçons également un peu partout dans la région. Un peu comme je demandais à la précédente invitée, là, ça vous prend des partenariats aussi pour pouvoir rejoindre ces personnes-là. Est-ce que vous en avez dans la communauté? Absolument. Et d'ailleurs, vous avez mentionné au début justement ce que nous faisons pour les personnes aînées. J'ai envie de mentionner le travail extraordinaire que nous faisons avec d'autres organismes au sein du Comité francophone sur le vieillissement. Nous travaillons avec plusieurs autres organismes francophones justement pour nous assurer que les personnes LGBTQIA de plus francophones sont inclus, représentés, que ces membres-là, de la communauté sont inclus, représentés, que leurs intérêts sont représentés également, et de pouvoir en même temps faire la promotion non seulement du français, mais surtout des services en français pour les personnes aînées. Et puis le point d'accueil francophone aussi est l'un de vos partenaires. J'ai pu voir passer ça dans les notes. Oui, absolument. Donc, plusieurs organismes francophones. Nous offrons des services autant en français qu'en anglais. Parmi, d'ailleurs, les services qu'on offre, nous avons des services d'éducation et qui sont gratuits et accessibles, par exemple, sur notre chaîne YouTube. Et nous essayons justement de construire ces partenariats-là avec des organismes francophones et ou bilingues parce que justement, on n'est pas beaucoup dans la région. Donc, nous essayons justement de construire ce réseau.
veut pas, on va dire que la stigmatisation, c'est quelque chose qui existe toujours. Alors, comment vous faites pour appuyer ces personnes-là, qu'elles soient nouvelles arrivantes, quelqu'un qui vit d'ici depuis plusieurs années? Comment vous faites pour les aider, ces personnes-là? Absolument, merci de le mentionner. La stigmatisation existe encore et a existé depuis des temps immémoriaux. Et c'est ce qui, justement, souvent a tendance à rendre la santé plus précaire pour différentes populations, que ce soit les personnes nouvellement arrivées ou les personnes aînées. Et c'est pour cela qu'à travers nos services, à travers nos partenariats, nous essayons de créer différents programmes ou d'offrir différents services qui vont agir sur plusieurs plans. Et souvent, ces partenariats ou ces services-là résultent vraiment d'une consultation avec notre communauté pour savoir vraiment ce qui manque ou quels besoins, par exemple, à notre communauté, tout en faisant un travail de fond pour lutter contre la stigmatisation, puis parfois aussi tout ce qui reste comme oppression que peuvent vivre, entre autres, donc les personnes aînées, membres de notre communauté, parce que ces personnes-là ont vécu de longues années justement de stigmatisation. Oui, définitivement. Je vais vous garder avec moi, M. Khaled. On va prendre une pause et juste après, on pourrait parler des services et tout ce que vous offrez virtuellement et en format hybride. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de ce que offre l'organisme Max Ottawa avec Khaled Chouk. Et Khaled, avant la pause, on parlait de la stigmatisation que peuvent vivre les personnes issues de la communauté LGBTQ. Et là, j'aimerais qu'on parle de sensibilisation, si tu me permets. Parce que oui, vous accompagnez les gens pour qu'ils soient pas à l'aise avec ça, mais avoir des outils pour pouvoir contrer la stigmatisation. Mais la sensibilisation, je me dis que c'est aussi important. Comment les autres les voient? Comment éduquer ces autres personnes-là? Absolument. Donc, la sensibilisation fait partie justement non seulement de notre mission, mais aussi plus concrètement de nos programmes. Donc, nous avons un programme d'éducation et de sensibilisation. C'est un programme qui a commencé d'ailleurs en partenariat avec l'hôpital d'Ottawa et nous offrons différentes présentations et ateliers avec des experts en santé, des chercheurs, des chercheuses, pour justement aborder ces sujets-là qui sont souvent invisibilisés, qui vont non seulement aider à sensibiliser les personnes alliées ou les personnes qui ne font pas partie de notre communauté, mais aussi les personnes qui font partie de la communauté. Et notre but, justement, est d'outiller
les professionnels de la santé pour justement ne pas être influencés par certains préjugés ou stéréotypes et pour que ces professionnels-là soient plus compétents et en confiance lorsqu'ils vont essayer d'aider les membres de notre communauté. Donc, c'est vraiment un travail très important comme vous le mentionnez. Je pense que vous êtes aussi au courant de certaines stigmatisations, peut-être du manque de sensibilisation, si je peux le dire comme ça, qui se retrouvent dans les maisons de repos pour les personnes aînées. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Absolument. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, ce sujet-là est moins invisibilisé, justement, parce que nous offrons, par exemple, un groupe de discussion avec un organisme qui travaille avec les personnes âgées LGBTQ. Et donc, à travers ce groupe-là, nous offrons la parole aux personnes aînées qui sont justement concernées par ce sujet. Et ensemble, nous essayons de travailler sur les solutions possibles. Mais surtout, dans le cadre de dans le cadre du comité francophone sur le vieillissement, c'est un des défis que nous abordons. Oui. Avec des organismes encore plus spécialisés dans ces maisons-là. Et notre mission est de justement inclure davantage de ressources pour les personnes qui se trouvent dans ces situations-là. Vous faites un très beau travail. Et puis là, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a innové? Qu'est-ce que vous avez innové, en fait, durant cette pandémie-là? Parce que pratiquement tous les organismes de la région ont fait quelque chose de nouveau, ou bien ils ont vu des failles quelque part qu'il fallait ajuster. C'était quoi les vôtres? Absolument. En fait, j'ai envie de dire peut-être pas l'avantage de cette pandémie, mais la découverte de cette pandémie, justement, c'est la facilité avec laquelle nous pouvons aller trouver des personnes à travers les services offerts en ligne. Donc, nous avons commencé à offrir des services et en personne, parce que nous sommes un organisme de première ligne, mais également des services en ligne. Nous avons également commencé à offrir des services en ligne, donc des services de santé mentale, comme une ligne d'écoute qui est utilisée dans plusieurs langues. Nous avons un logiciel qui permet, par exemple, aux personnes nouvellement arrivées qui ne parlent ni français ni anglais de communiquer avec nous. Nous avons offert également des formations à l'utilisation du naloxone, qui est un médicament qui sauve des vies en ligne. Nous faisons aussi des rendez-vous en ligne pour notre service de navigation en santé. Donc, vraiment, nous essayons de faire en sorte que tout ce qui est offert en personne est également offert en ligne, et pour répondre aussi à des impératifs d'accessibilité. Donc, nous sommes encore plus présents et encore plus accessibles à travers cette pandémie, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors là, maintenant, puisque vous offrez tous ces services-là en ligne, est-ce que moi, par exemple, qui fais partie de la communauté LGBTQ, je peux juste aller sur votre site web, avoir un rendez-vous direct avec quelqu'un qui pourrait m'aider avec ma santé mentale? Je veux juste comprendre comment ça fonctionne si les gens ont envie d'avoir accès à vos différents services. Absolument. Donc, vous pouvez nous contacter sur notre site web. Nous avons un site web et nous travaillons justement en ce moment à développer encore plus notre site web et à changer la plateforme. Mais très bien fait, en passant. Merci. Merci pour être encore plus accessible. Mais vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter par courriel, en personne. Et lorsque vous nous contactez, nous allons vous poser quelques questions pour savoir exactement ce que vous cherchez ou vos besoins, et pour pouvoir vous orienter vers notre meilleur programme ou meilleur service, en tout cas qui va répondre le plus à votre besoin. Et puis n'importe quelle personne qui pense pouvoir bénéficier de nos services peut nous contacter ou utiliser nos services, parce que justement nous fonctionnons selon une approche inclusive et holistique.
Merci beaucoup, Khaled. Avant de terminer, là, ça serait ça mon dernier point. Oui, on parle de choses sérieuses pour accompagner les gens issus de la communauté LGBTQ, sensibilisation, contrer la stigmatisation, mais vous prenez le temps de vous amuser. Parce que j'ai vu des activités sur le site web qui sont, qui apportent une bouffée d'air frais. Absolument. Et puis, nous avons essayé d'en faire encore plus pendant la pandémie. Oui. C'est vraiment partie de la santé communautaire et sociale et pour briser aussi souvent l'isolement. Ouais. Alors, comment ça fonctionne et est-ce que ça continue toujours? Parce que j'ai vu les différents passages là, de Behind the Scene, puis j'ai vu que ça a piqué l'intérêt de beaucoup de personnes. Donc, est-ce que ça continue? Oui, ça continue, bien sûr. Nos services continuent, nos activités sociales continuent. C'est des activités sociales en santé. Elles continuent, elles sont accessibles. Et si vous voulez savoir c'est quoi notre programme pour les prochaines semaines, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Khaled, d'avoir répondu à mes questions et à nos questions. On se parle une prochaine fois, pourquoi pas? Merci beaucoup. Alors, pour vous autres, à la maison, si vous avez besoin d'avoir accès aux différents services offerts par l'organisme Max, vous êtes invité à visiter le www.maxottawa.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir un ouvrage des presses de l'Université d'Ottawa qui va sûrement vous intéresser. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, pis c'est bon, surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous direz c'est génération, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis, quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, j'ai du poil sur les bras, j'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long, j'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans les deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On peut commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, dis que dans un zone. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment traiter les soldats d'Hitler? C'est l'ouvrage que nous allons découvrir ensemble, paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Et l'auteur, c'est Jean-Michel Turcotte, avec qui j'ai le plaisir de discuter ce matin. Et ma première question pour vous, Monsieur Turcotte, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers cette thématique-là? D'abord, bonjour. Merci pour votre invitation. Les motivations de ce livre, c'est tiré de ma thèse de doctorat que j'ai terminée en 2018, mais les origines sont un peu plus lointaines. Quand j'ai entamé mes études en histoire au baccalauréat, je suis natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et j'avais lu un ouvrage grand public sur les prisonniers de guerre allemands au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale, et dans un des chapitres, il mentionnait l'existence d'un camp de travailleurs dans le coin de Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Alors moi, je suis pas très loin de chez moi. Alors ça a frappé un peu mon imaginaire et ce sujet a toujours un peu resté dans mon esprit. Alors quand on est venu au temps de poursuivre des études de troisième cycle en histoire, alors j'ai choisi ce sujet-là. Alors, ce sujet-là, OK, si on part à l'origine, c'est ce que vous avez découvert pendant que vous étiez en train de préparer votre doctorat. Mais est-ce qu'il y a d'autres informations qui vous confirmaient que vous étiez sur la bonne voie, comme d'autres informations que vous avez découvertes? Est-ce qu'on pourrait les partager aussi avec les gens qui nous regardent?
Oui, alors moi, je suis parti de l'idée de départ, bon, les prisonniers de guerre allemands au Canada, alors j'ai commencé à fouiller dans les archives, dans la littérature, qu'est-ce que je pourrais faire, et je me suis intéressé davantage à l'angle international, donc à l'angle politique, et ce qui m'a amené à m'intéresser à ce qu'on appelle une relation triangulaire, donc entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada, donc les trois pays qui étaient alliés durant la Deuxième Guerre mondiale, et trois pays qui ont détenu des prisonniers de guerre allemands sur leur territoire. Alors voilà, c'était l'angle d'approche que j'utilise dans le livre. Il n'y a pas peut-être de raison particulière, mais moi j'aimerais savoir pourquoi sur le titre qu'on voit à l'écran, traiter les soldats d'Hitler. Les soldats d'Hitler, c'est écrit entre griffes. Oui, alors le terme soldat d'Hitler, bon, on réfère aux prisonniers de guerre allemands, mais alors, la détention des prisonniers est abordée de plusieurs angles. Alors je m'intéresse à comment ces prisonniers de guerre allemands-là, qui ont été capturés en Europe et qui ont été transportés, alors soit au Canada, soit aux États-Unis ou soit en Grande-Bretagne, afin d'être détenus dans des camps. Alors, je me suis intéressé à plusieurs aspects de leur captivité, donc la vie dans les camps, la mise au travail. Alors, les prisonniers faisaient partie de programmes de travaux forcés, on peut dire. Alors, je me suis intéressé à ça. Et aussi, je me suis intéressé à la perception que les autorités alliées avaient de ces prisonniers-là. Et surtout, cette idée du soldat allemand teinté de l'idéologie nationale-socialiste de nazis. Alors, d'où l'idée des soldats d'Hitler, en parlant des prisonniers de guerre allemands. Alors, c'est un terme qui revenait dans le langage de l'époque, comment les autorités alliées percevaient les soldats allemands. Est-ce que la photo de couverture, là, c'est l'une des archives du Canada? Non, malheureusement, non. C'est une archive en Europe. Alors, c'est dans la campagne de France à l'été 1944. Ce sont des prisonniers de guerre allemands capturés par les forces américaines. Vous avez parlé tantôt, M. Turcotte, du régime de captivité. Et puis ça, c'est un terme que j'ai pu voir dans la description de votre ouvrage. Ça m'a intéressé. C'était quoi le régime de captivité ici au Canada, déjà, pour commencer? Oui. Alors, le terme régime de captivité réfère à l'ensemble de règles, de normes, de lois, de construction culturelle, sociale, économique qui régit la captivité des prisonniers de guerre. Alors, au Canada, le principal aspect de ce régime de captivité était le droit international. Alors, le droit international, d'où la Convention de Genève, qui a été ratifiée en 1929 et dont le Canada était signataire. Alors, cette convention venait régir ou définir ou encadrer, disons, la captivité ou le quotidien, les conditions de détention pour les soldats allemands. Alors, il faut faire attention ici. Alors, soldats d'Hitler et détention réfèrent. Je me suis intéressé principalement aux militaires allemands. Okay. Alors, évidemment, le phénomène de la captivité durant la Deuxième Guerre mondiale englobait d'autres catégories de prisonniers. Alors, il y avait des civils aussi, des internés, des réfugiés, par exemple, des réfugiés juifs qui sont venus au Canada, des Italiens. Alors, moi, je me suis intéressé principalement à cette catégorie de militaires allemands qui étaient assez bien définis par le droit international de l'époque. Et donc, le Canada et les États-Unis et la Grande-Bretagne, de manière générale, ont fait beaucoup d'efforts pour respecter la Convention de Genève. Alors, d'où le terme régime de captivité. On fait beaucoup d'efforts, on le voit là, parce que si vous l'avez dit, c'est que c'est comme ça que ça a été. Donc, est-ce qu'on pourrait conclure que le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis avaient pratiquement le même régime de captivité? Ou bien il y avait des petites différences? Oui, dépendamment de l'angle qu'on emploie, dans le livre, j'essaie de montrer à la fois les grandes lignes qui convergent entre les trois alliés. Alors en fait, c'est trois démocraties, c'est trois pays qui sont très proches stratégiquement, militairement, et ils ont un peu les mêmes objectifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'angle d'approche du livre montre toute
le partage d'influence ou l'espèce de mouvement, pas de mouvement, mais d'échange entre les alliés au sujet des prisonniers allemands. Alors, les trois alliés échangent beaucoup, observent ce que les autres font, comment ils traitent les prisonniers, essaient de coordonner leur politique. Mais c'est évident aussi que dans un cadre national, il y avait des différences. Un exemple frappant que je peux donner, c'est le programme de travail. J'ai parlé que les prisonniers étaient mis au travail tout à l'heure. Eh bien, ce programme-là a été développé de manière différente chez les trois alliés. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement américain, dès le début de la détention de guerre, à la fin de 1942, alors dès du moment qu'ils reçoivent des prisonniers de guerre allemands, ils développent très rapidement un projet assez d'envergure pour mettre le maximum de prisonniers au travail. Alors qu'au Canada, ça a été un peu plus lent. Alors, le Canada, c'est davantage à partir de la fin 1943 et 1944 qu'il y a une véritable de développement d'un programme de mise au travail. Donc, alors, ce sont des petites différences. On va dire quelque chose comme 1 année, 2 années après que les États-Unis aient commencé ça. Et comme vous l'avez mentionné tantôt, ils s'influençaient chacune de ces parties, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada. Donc, peut-être que le Canada était en apprentissage sur la manière de fonctionner des États-Unis. Oui. Eh bien, c'est un angle intéressant parce que le Canada, en réalité, c'est ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il avait une des plus longues expériences avec les prisonniers de guerre allemands, alors que c'était un des premiers pays à recevoir les prisonniers. Alors, le Canada entre en guerre en septembre 1939 aux côtés de la Grande-Bretagne. Et dès les premiers moments où la Grande-Bretagne fait les prisonniers de guerre allemands, elle décide rapidement de les évacuer hors de son territoire. Alors, elle demande aux Dominions, les parties prenantes, les parties membres du Commonwealth, dont le Canada faisait partie, d'accepter les prisonniers. Alors, on se dit que de l'autre côté de l'Atlantique, ils vont être plus en sécurité qu'en Grande-Bretagne. Alors, en réalité, quand les États-Unis entrent en guerre à la fin 1941, mais reçoivent des prisonniers de guerre allemands à la fin 1942, bien, le Canada a déjà une certaine expérience avec les prisonniers de guerre allemands. Alors, d'où cette idée que les Américains envoient des experts, envoient du personnel au Canada pour observer les camps, comment ils ont construit les camps, comment ils ont conçu les camps, quel programme ils ont mis de l'avant, quelle politique ils ont mis de l'avant, quels problèmes ils ont fait face dans les 2 dernières années, pour ensuite adapter le leur. Et ensuite, les Canadiens viennent observer les méthodes américaines. Et alors, c'est tout un ensemble d'influences, de coopération, de collaboration. Mais pour ce qui est dans le cas spécifique du travail, tout à fait. Le Canada est influencé par le programme américain par la suite. Je vais vous garder avec moi, M. Turcotte, parce que votre ouvrage est super intéressant. Et puis, c'est clair que ça a rapport avec la situation politique actuelle et on va en parler après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
déçu. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Comment traiter les soldats d'Hitler, un ouvrage paru aux presses de l'Université d'Ottawa de l'auteur Jean-Michel Turcotte, avec qui j'ai le plaisir de parler. Avant la pause, on parlait de cette belle dynamique politique là, établie entre les autorités canadiennes, britanniques et puis celles des États-Unis américaines. Donc, on a parlé du volet travail. Quel autre volet vous discutez dans l'ouvrage? Oui, alors l'autre volet important que j'ai analysé, c'est le programme de dénazification que les autorités alliées ont mis en place. Alors d'où aussi le titre Soldat d'Hitler, dont j'expliquais il y a quelques minutes sur la perception que les autorités avaient de ce qu'était un soldat allemand, l'idéologie qu'ils partageaient. Alors je me suis aperçu que les autorités alliées avaient partagé une conception assez similaire, là, les Canadiens, les Américains et les Britanniques. Ils avaient une idée, surtout dans les premières années de guerre, ils ont l'idée que tous les soldats allemands sont des fervents nazis, sont des extrémistes, des gens qui sont des supporters d'Hitler, des gens qui partagent les idéaux du national-socialisme. Alors les autorités alliées, voyant la guerre évidemment se terminer éventuellement à partir de 1944, commence déjà à envisager le rapatriement de ces soldats allemands-là. Hein, il faut rappeler aux auditeurs, bon, le Canada a reçu 34 000 soldats. Sur les 600 000, parce que j'ai vu que ces trois pays-là détenaient pratiquement 600 000 600 000, mais ça c'est sur leur territoire à eux, mais en Europe, il y en avait au-dessus de 3 millions. Alors il y avait beaucoup de soldats allemands capturés. Alors ils se sont commencés à s'inquiéter sur la façon dont ces soldats-là allaient regagner leur vie, la vie civile après la guerre. Alors et quel genre d'opinion ils allaient avoir des alliés. Alors ils ont mis en place des programmes pour essayer de leur inculquer certaines idées, des idéaux démocratiques, essayer de comprendre un peu leurs opinions politiques, essayer de changer leur vue sur le monde, sur les raisons de la guerre, sur le régime national-socialisme en soi. Alors, ça devient fascinant. Alors, ils ont mis toute une série de mesures dans ce sens-là. Alors, des cours dans les camps, des cours d'histoire, des cours de politique, des séminaires, des journaux aussi. Et ils ont aussi tenté de comprendre les différentes opinions partagées par les prisonniers allemands. Alors, ils se sont vite aperçus, autant les Américains, les Canadiens que les Britanniques, qu'en réalité, les soldats allemands, il y avait une large gamme d'opinions. Autant il y avait des social-démocrates que des certains fervents nazis, ou des gens plus modérés, ou des nationalistes, ou des impérialistes, des nostalgiques de l'Allemagne impériale. Alors, une vaste gamme de différentes opinions. Alors, ils ont tenté, par différents moyens, de changer leur opinion. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire là, parce que c'est un peu comme redonner à ces prisonniers-là une deuxième chance. Oui. De pouvoir s'ouvrir à cette démocratie-là, si éventuellement ils n'étaient pas de ce bord-là. Oui. Oui. Il y avait plusieurs objectifs dans ce programme-là. L'un des objectifs était d'identifier les criminels de guerre aussi, les extrémistes, un peu ceux qui sont intéressant. Extrémistes nazis. Là. Mais ils se sont aussi, comme je dis, les autorités se sont aperçus que la grande majorité des soldats n'étaient pas des extrémistes. C'était une petite minorité d'extrémistes. Alors, pour la grande majorité, un des objectifs était la démocratisation politique de ces individus aussi leur donner une certaine formation pour ceux qui étaient ouverts à ce genre de recevoir une éducation pour l'après-guerre, un métier, un diplôme. Alors, il y avait plusieurs sous-objectifs au programme. Est-ce que dans vos recherches, vous avez vu que certains prisonniers étaient restés, par exemple, on va parler du Canada, qui sont restés au Canada, vivre ici? Oui, j'en ai vu plusieurs. D'ailleurs,
dès la fin de la guerre, dès le rapatriement des soldats à partir de 1946, qui va se poursuivre jusqu'en 1947, il y a plusieurs soldats allemands qui font la demande d'immigration pour revenir au Canada. Ils ont une excellente opinion du pays. Ils ont développé même des liens avec certains gardiens de prison ou de familles qui les ont hébergés, parce qu'il faut comprendre, quand j'ai parlé du programme de travail, l'un des domaines qui emploie les prisonniers allemands était l'agriculture, le domaine agricole. Alors, des fermiers, des cultivateurs avaient le droit d'obtenir une main-d'œuvre captive, donc avoir quelques prisonniers pour venir les aider durant la saison des récoltes, par exemple. En pleine guerre, il y avait une grande pénurie de main-d'œuvre. Alors, ces prisonniers-là, qui obtenaient ce genre de possibilités, ils avaient une certaine liberté. Ils vivaient chez la famille, aidaient le cultivateur. Alors, ils ont développé des liens. Alors, plusieurs ont émigré au Canada. Bon, je n'ai pas de statistiques. C'est difficile d'obtenir de statistiques précises sur le nombre, mais il y a plusieurs témoignages, surtout du archive allemand. Il y a beaucoup de témoignages, de mémoires, de familles, dont un des membres de la famille a immigré au Canada parce qu'il est depuis son expérience de prisonnier. Mais on voit le même phénomène aussi aux États-Unis. Il nous reste 1 minute avant notre prochaine pause, et si vous me le permettez, j'aimerais vous garder pour la fin de l'émission. J'ai une dernière question pour vous, mais avant cette pause-là, j'aimerais savoir combien de temps ça vous a pris pour travailler sur ce projet-là? 5 ans. Ouf. J'ai travaillé pendant 5 ans sur ce projet-là. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ça ne pouvait pas être une année, pas 2 ans, parce que c'est tout un contenu qu'on peut voir dans cet ouvrage-là. Je vous garde avec moi, comme je l'ai dit tantôt. On va prendre une pause, mais avant la pause, j'aimerais inviter les gens à visiter le www.presseuottawa.ca pour se procurer l'ouvrage de l'auteur Jean-Michel Turcotte intitulé « Comment traiter les soldats d'Hitler ». Si vous êtes avec moi en ce moment et que vous regardez l'émission, là, vous allez forcément prendre cet ouvrage-là si vous êtes mordu d'histoire, pardon. Alors, plus d'informations encore une fois sur le site web www.presseuottawa.ca. Monsieur Turcotte est avec moi, on se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, on cuisine le bibimbap. On parle de Corée du Sud avec mon invité, Philippe Sabourin. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi l'auteur Jean-Michel Turcotte qui a écrit Comment traiter les prisonniers, les soldats d'Hitler, pardon. Et ma dernière question pour vous aujourd'hui, c'était de savoir votre regard sur la situation politique qui se passe en ce moment. Sans rentrer dans les détails, est-ce que ça vous donne des idées pour des prochains écrits?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, mes recherches actuelles portent sur l'histoire du droit international, un intérêt que j'ai développé durant la recherche que j'ai faite pour mon premier livre. Et dans le conflit actuel, surtout entre l'Ukraine et la Russie, mais il y a beaucoup de violations du droit international, malheureusement, ce qui a un impact sur les victimes du conflit. Alors, je m'intéresse beaucoup à ces questions. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, M. Turcotte, et puis bonne chance pour la suite. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer l'ouvrage, ça sera au www.presseuottawa.ca. Monsieur, faites le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h pour une autre belle émission. Et je ne veux pas oublier de mentionner que je suis habillée aujourd'hui encore par Stéphanie Davis Design. Son site web, c'est le www.sdavisdesign.ca. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine.